Donc, on va démarrer tranquillement et puis on accueillera les personnes qui nous rejoignent en cours de route si besoin. Bienvenue sur ce webinaire du mercredi 23 avril. L'intérêt de l'activité physique en début de maladie. J'ai le grand plaisir et la grande joie d'accueillir Anthony Desjardins, qui est patient influenceur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux, et le plaisir d'accueillir Yann Gary, qui a accepté d'intervenir pour ce webinaire. Et je suis moi-même Alix Vier, responsable du programme Pas à Pas avec Parkinson. Messieurs, est-ce que vous souhaitez compléter vos présentations avant que je déroule rapidement les propositions du programme pour les nouveaux diagnostiqués? Oui, alors moi, je suis que j'ai 42 ans et que j'ai été diagnostiqué en juillet 2021 à 38 ans. Et je préfère largement le terme créateur de contenu qu'influenceur. Bon, ça, c'est un détail, mais ce que je fais, ouais, c'est de la création de contenu sur la maladie de Parkinson et sur le sport plus particulièrement. Super, merci, bienvenue à toi. Yann, Et du coup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Yann, je suis enseignant en activité physique adaptée dans le département de l'Hérault, au sein de la clinique Bourgès. J'interviens auprès de personnes atteintes de la maladie de Parkinson depuis maintenant plus de 6 7 ans. Je suis ravi du coup de pouvoir intervenir avec Anthony pour parler autour de ce sujet passionnant. Et merci du coup à Alix de l'invitation. Et puis, du coup, en parallèle, je suis aussi responsable de la commission APA et affection neurologique au niveau de la Société française des professionnels en activité physique adaptée. Et du coup, actuellement, en ce moment, on travaille du coup sur un projet collaboratif avec France Parkinson pour arriver à une production de contenu pouvant permettre du coup d'apporter des outils et des éléments un petit peu de compréhension auprès des personnes atteintes de la maladie et auprès aussi des enseignants en activité physique adaptée qui interviennent sur le terrain. Voilà. Donc, on se retrouvera tout à l'heure pour pouvoir parler de tout ça. merci beaucoup, messieurs. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore les actions du programme Pas à Pas avec Parkinson, on a toute une série d'actions spécifiques dédiées aux personnes nouvellement diagnostiquées parce que c'est un temps très particulier dans lequel les personnes ont besoin de soutien et d'accompagnement. On a la possibilité pour les personnes malades d'avoir 1 à 3 entretiens téléphoniques avec un bénévole qui est formé et accompagné. On propose aussi un groupe de parole en visio qui se retrouve une fois par mois et un module de e-learning pour vous informer sur la maladie de Parkinson à votre rythme. Évidemment, il y a ces webinaires qui sont organisés à peu près 4 fois par an et nous proposons aussi une aide financière pour l'accès à un soutien psychologique pour les personnes qui souhaiteraient en bénéficier. Pour toutes les personnes malades, le programme Pas à Pas avec Parkinson a aussi des propositions, notamment celles qui sont portées par nos nombreux comités départementaux qui font un travail assez conséquent et formidable auprès des personnes malades et de leurs proches, avec des ateliers collectifs à thème ou des conférences thématiques. Il y a aussi au niveau national pour toutes les personnes malades le soutien psychologique. Nous avons aussi un module de e-learning et les propositions spécifiques pour les personnes en âge de travailler, c'est-à-dire moins de 64 ans, les cafés jeunes Parkinson. À la fin du webinaire, vous retrouverez une slide avec toutes les coordonnées pour retrouver les propositions du programme Pas à Pas avec Parkinson. Et si besoin, vous avez plus d'informations sur notre site internet. Voilà pour le préambule. Yann, je te passe la main pour démarrer cette intervention. Ok. Juste, Alix, j'ai une petite question, un peu plus technique, pardon. J'ai pas vu l'écran défiler de mon côté. Je sais pas si toi, Anthony, lors de la présentation de Alix, tu as vu les slides passer. Moi, j'ai vu un écran fixe. J'ai pas entendu, pardon. J'ai vu un écran fixe avec nos présentations. Ah, Ouais, mais je suis pas sûr qu'Alix, tes slides avec tous les éléments explicatifs du programme ok. C'est pas soient bien passés. grave. C'est Parce pas que très écoute, c'était, grave. si tu veux les passer Non, non, on rapidement, va avancer parce que ce qui est je vais les important, reprendre. c'est la Ok, présentation. d'accord. Je partage l'écran du coup.
Et Anthony, il faut vraiment que tu parles fort et proche de ton ordinateur. Il y a un casque. Enfin, Voilà, je- tu peux passer les slides. Voilà. Ok. Donc du coup, moi, je vais prendre la parole pour parler un petit peu de l'activité physique et sportive, de l'activité physique adaptée et de ses intérêts auprès de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, ça sera important dans un premier temps de bien définir ce que c'est l'activité physique adaptée, parce que souvent, quand quand on a des informations là-dessus, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et le but, c'est qu'on ait tous le même langage et le rôle de chacun, de chaque professionnel, selon le secteur sur lequel on intervient. Je pourrais parler du coup de mon côté de l'activité de l'enseignant pardon, en activité physique adaptée, de son rôle et de ses missions. Et ensuite, du coup, on aura un petit déroulé où avec Anthony, on pourra parler de la motivation pour concrètement savoir un petit peu plus de quoi on parle, de la motivation à la pratique de l'activité physique, euh, quels sont les mécanismes et les leviers qui peuvent faire que à un moment donné, on se sente motivé pour avoir une activité physique qui soit pérenne et durable. Donc Anthony pourra faire des échos avec sa pratique de tous les jours. Et ensuite, on terminera par une partie où concrètement en pratique, comment faire, vers qui être peut-être orienté à un moment donné, quelles sont les solutions possibles sur le terrain. Donc, moi, je vais dérouler un petit peu la présentation, je vais parler, et ensuite, Anthony, n'hésite pas à m'interrompre quand tu souhaites prendre la parole ou si besoin par moment, voilà, n'hésite pas. Ça marche. Donc, l'intérêt de l'activité physique en début de maladie, donc pour moi, là, on ne va pas rester éternellement sur cette partie-là parce que il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais ce qui va être important là, c'est qu'on retienne pour moi les quelques messages essentiels et qui vont nous permettre de comprendre un petit peu plus voilà, l'intérêt, le rôle, de à quoi ça sert, mais pour pouvoir surtout après parler un peu plus du comment faire, parce qu'en général, c'est pas simplement savoir et connaître les intérêts de l'activité physique qui sont importants, c'est surtout sur les mettre en œuvre et pouvoir les intégrer dans sa vie quotidienne qui est en général un petit peu plus difficile. Donc déjà, l'activité physique, ça permet d'agir sur toutes les composantes au niveau du corps, au niveau de la personne, que ce soit de la dimension physique, donc c'est-à-dire que l'activité physique, ça va nous permettre de travailler sur des dimensions d'endurance, sur des dimensions musculaires, d'équilibre, sur aussi, il va y avoir toute la composante autour de la dimension psychologique, que ce soit, elle va pouvoir avoir des effets sur diminuer des symptômes dépressifs, sur gagner en confiance en soi, sur diminution au niveau de l'appréhension de la chute, par exemple. Et après, on va aussi avoir de l'intérêt dans tout ce qui va traiter des capacités cognitives, que ce soit la flexibilité, le raisonnement, le traitement de l'information et tout ce qui va être autour de la dimension sociale, avec la participation sociale, échanger avec des pairs, avoir une activité à plusieurs pour pouvoir, à un moment donné, avoir cette dimension aussi motivationnelle qui va pouvoir rentrer en compte et qui est plus facile à solliciter quand on est en groupe que sur des activités parfois individuelles. Donc, intérêt de l'activité physique pour agir sur toutes les composantes, oui, mais dans une finalité de gagner en autonomie, de rester autonome le plus longtemps possible et d'avoir la meilleure qualité de vie possible en fonction de ses convictions, en fonction de ses envies, de ses projets, etc. Donc, essentiellement, l'activité physique va pouvoir jouer sur la partie du neurotransmetteur du coup de la dopamine qui est impliquée dans le plaisir, dans la dimension motivationnelle, qui va avoir de l'intérêt dans les mouvements volontaires, dans les affects aussi. Et après aussi, l'activité physique va avoir de l'intérêt sur tout ce qui va être autour de la neuroplasticité. Et là, pour le dire très simple, ça va être plutôt la faculté du cerveau à récupérer et à se restructurer en fonction du coup de ce que l'on pourra faire en termes d'activité physique. Un autre point qui est important, et notamment pour les personnes qui sont diagnostiquées récemment, par expérience, on a pu remarquer que les personnes vont avoir tendance à se renfermer un petit peu sur elles-mêmes et aussi diminuer assez considérablement les différentes activités qu'elles pouvaient avoir
Et du coup, en début de maladie, au contraire, le fait de pratiquer ou de se remettre à de l'activité physique, ça permet de découvrir son corps pour certains, redécouvrir son corps, et parfois ça permet d'avoir, avec l'aide de certains professionnels ou pour certains en autonomie, euh, une vision sur ce qu'il est possible de faire, alors qu'on pensait peut-être que ce n'était plus possible. Donc ça va avoir un intérêt aussi pour apprendre à se connaître, se redécouvrir et pour pouvoir justement envisager l'avenir et pour pouvoir utiliser toutes les vertus de l'activité physique. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de prendre et reprendre des habitudes actives le plus tôt possible pour limiter justement l'entrée et le développement de certains symptômes moteurs et non moteurs. Et c'est surtout que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure sur la dimension sociale, c'est que l'activité physique va être vectrice de sociabilisation. Et en général, quand on est dans des groupes, quand on fait des activités à plusieurs, donc que ce soit en famille, que ce soit avec les petits-enfants, ou que ce soit avec d'autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais au final, on va avoir un aspect motivationnel qui va rentrer en compte et qui va nous amener par moments à nous dépasser et ce qui va faire qu'on va arriver à pérenniser aussi une pratique d'activité physique au sein de notre quotidien. Tu as bien fait Ce- de mettre se redécouvrir parce que pour les gens qui faisaient du sport avant, comme moi, ouais, se redécouvrir, c'est le bon terme dans le sens où bah, il faut s'adapter à ses capacités physiques nouvelles et un peu moindres qu'avant. Donc effectivement, il faut prendre conscience de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et l'exploiter au maximum. Exactement. Et même pour rebondir juste avec un exemple là-dessus, avant de passer sur la suite, pour rebondir avec toi, Anthony, moi je prends l'exemple de ma pratique. Souvent, je rencontre des personnes qui, avant la maladie, faisaient du tennis et qui comprennent pas forcément pourquoi elles commencent à manquer des balles, ça les frustre et après, du coup, il y a un stop au niveau de cette activité. Et rien que le fait, par moment, d'être accompagné par exemple, un enseignant d'activité physique adaptée, refaire des situations, certaines gammes, comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du corps à l'heure actuelle, ben, ça permet du coup de regagner en confiance, on se remet en situation de réussite et après ça nous permet de repartir sur cette pratique-là ou sinon d'adapter par moment un petit peu plus les conditions de pratique. C'est ça. Et là, Exactement. on est en plein dans mon sport passion et je me reconnais dans ce que tu dis. Et effectivement, bah, comme je disais, il faut réapprendre à faire différemment, en tout cas, ça apporte beaucoup de bonheur et donc de dopamine. Et enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est un grand plaisir de continuer. Ok. Ensuite, du coup, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une définition précise de ce que va être l'activité physique, de ce que va être le sport, de ce que va être l'activité physique adaptée. Parce que parfois, quand on arrive dans ce champ-là, il y a beaucoup de termes qui sont employés, pas forcément pour dire les mêmes choses, qui ne veulent pas forcément euh, avoir le même sens au niveau des mots. Donc, juste en préambule, du coup, pour faire un petit rappel que l'activité physique, finalement, ça va être tout mouvement corporel qui va être induit par les muscles qui vont entraîner une dépense d'énergie supérieure à celle du repos. Donc là, en général, on en fait plutôt tous dans notre quotidien. Ça peut être aussi bien jardiner, que ça peut être aussi bien faire ses déplacements en vélo. Souvent, il y en a qui prennent l'exemple d'aller acheter la baguette de pain à pied. Ça peut être aussi réaliser des activités physiques avec les petits-enfants, les amener au parc, les garder aussi, parce que en général, c'est plutôt dynamique que de garder des enfants en bas âge ou qui commencent à bouger. Donc ça, c'est important parce qu'on y reviendra tout à l'heure sur cette partie d'activité physique qui est différente du sport. Le sport, lui, au contraire, on va être sur quelque chose qui va être plutôt catégorisé, qui va être englobé dans la dimension enfin, dans la définition de l'activité physique. Mais en fait, le sport, c'est une activité euh, qui revêt la forme d'exercice ou de compétition qui vont être facilitées par l'organisation sportive. Donc, en général, le sport, c'est quand il y a une fédération, il y a un règlement qui est en place, il y a une notion de compétition, chose qui est complètement différente que simplement
de jardiner ou d'aller acheter le pain en marchand. Donc là, souvent, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément faire la compétition, d'avoir un sport compétitif, mais finalement, pratiquer de l'activité physique, c'est pas forcément que faire du sport. Ça peut être faire d'autres choses. Et à l'inverse, il y a des personnes pour qui le sport, ça va permettre d'avoir des rendez-vous qui vont être planifiés avec des personnes, on va se retrouver chaque semaine. Et il y a certaines personnes qui auront besoin de cet aspect-là pour pouvoir au contraire pérenniser plutôt la pratique d'activité physique. Parce qu'il y en a d'autres parce que peut-être ces personnes-là ne vont pas être amenées forcément à jardiner ou alors à faire leurs déplacements en vélo. Donc là, c'est important d'avoir le petit distinguo. Et Ah, ensuite, parce quand on... Oui, que souvent, l'activité physique, pour tout le monde, ça correspond au sport. Et le sport, il y a une notion de performance dedans. Et donc, il y a des gens qui sont un peu frileux là-dessus parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire moi comme sport? Voilà. Donc, effectivement, c'est important de faire le distinguo entre l'activité physique, ce qu'on peut appeler peut-être plus motricité ou éducatif, je sais pas, mais voilà, de faire le distinguo entre les deux. exactement. Et ensuite, du coup, par rapport à tout ça, depuis quelques années maintenant, il y a une discipline qui est arrivée en France et c'est l'activité physique adaptée, où là, on va être sur un domaine qui est issu de la filière STAPS, donc c'est la faculté des sports, où là, c'est le domaine scientifique et professionnel de l'activité physique, donc on fait partie, enfin, c'est un champ de l'activité physique qui va s'adresser à toute personne n'ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une activité physique ou sportive dans des conditions ordinaires comme on a vu précédemment. L'activité physique adaptée veille à créer justement des environnements et des conditions favorables à une pratique physique régulière qui va reposer sur la conception de programmes, de projets, de dispositifs à des fins d'éducation, de prévention, de promotion de la santé, de performance pour ceux qui le souhaitent, d'inclusion, de participation sociale ou d'autonomie. Et du coup, juste après, je vais vous présenter le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée, qui est titulaire d'une licence STAPS, mention activité physique adaptée et santé. Donc, son rôle et ses missions, l'enseignant en activité physique adaptée, après on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail, mais c'est que du coup, on va avoir un petit déroulé où je vais essayer de vous sensibiliser un petit peu à son rôle, ses différentes missions, notamment par le cadre de son intervention, de son cadre d'intervention. Donc lui, l'enseignant à pas, peut-être qu'il y en a certains qui en ont entendu parler, peut-être que d'autres, c'est la première fois que vous entendez ce métier-là. Il va participer à l'élaboration du projet personnalisé en lien avec les définitions que l'on a vues. On va co-construire finalement avec la personne et ses proches des objectifs qui vont être partagés en équipe pluridisciplinaire que l'on va pouvoir évaluer et réévaluer au cours du temps pour avoir cette notion-là de savoir plus concrètement où est-ce que nous en sommes par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés. Il va avoir toute une tâche, une sphère au niveau de son métier où il va y avoir de l'évaluation pour pouvoir concevoir, développer et actualiser des modalités d'évaluation initiale pour savoir concrètement la personne, quelle force elle a, quel est son niveau d'équilibre, quel est son niveau de motivation. C'est des choses qui s'évaluent pour savoir avant la prise en charge comment la personne est, quelles sont ses capacités, pour pouvoir ensuite déterminer aussi et co-construire des objectifs, pour pouvoir les réévaluer aussi dans le temps, pour voir s'il y a progrès ou pas, ou sinon comprendre pourquoi et même faire en sorte qu'on puisse réévaluer aussi à un moment donné ces objectifs. Ce qui est important, c'est que l'activité physique adaptée, elle intervient aussi dans une approche biopsychosociale, c'est-à-dire que pour l'enseignant pas, ce qui est important, c'est pas simplement que la personne ait un équilibre qui lui permette de se déplacer en totale autonomie, mais elle va s'attacher aussi à des notions de confiance en soi, de diminution de l'appréhension de toute forme, que ce soit de la chute notamment. Elle va avoir des notions aussi de compétences pour mettre en place des situations pour mettre comment dire, pour amener les personnes à se dépasser, pour amener les personnes à échanger aussi entre elles dans les différentes situations. Donc ça, tout ça, ça va se passer par la conception des différents programmes d'intervention en valorisant l'identité individuelle et s'appuyer sur le sens de l'activité, la culture, le plaisir que l'activité engendre, parce que ça, c'est le plus important. Le plaisir, une fois qu'on prend plaisir dans la pratique, on n'a fait que la moitié du chemin pour arriver à pérenniser aussi cette activité-là. Donc ça, c'est une notion qui est importante.
Et du coup, comme on est issu de la filière des STAPS, il va y avoir toute cette mise en œuvre de situations motrices qui vont découler de contenu en fonction d'une pédagogie, en fonction d'une didactique spécifique, au regard du coup du bilan initial qui aura été fait avec la personne et de l'entretien qui aura été fait aussi avec la personne, parce qu'on n'a pas que de l'évaluation des capacités, on a aussi toute une partie autour de l'entretien, de savoir ce que la personne a déjà réalisé comme activité physique, activité physique et sportive, pour savoir réellement vers là où on va pouvoir s'orienter. Il y a cette partie aussi de la finalité éducative avec cette visée de participation sociale et d'autonomie, comme j'en ai parlé du coup sur la première diapo d'introduction, avec l'intérêt de l'activité physique. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va relever autour de la logique interne des différentes activités sportives. Donc là, peut-être que tu pourras nous parler de ton vécu aussi, Anthony, là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui va relever de la fréquence des séances, de l'intensité des séances, du temps et du type d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des compétences de l'enseignant en activité physique adaptée, qui maîtrise au regard du coup du public qu'il a face à lui pour travailler, pour évoluer. Et du coup, il va falloir jouer sur toutes ces notions pour pouvoir, à un moment donné, construire les programmations et arriver à créer, du coup, cet environnement sécuritaire où la personne prend du plaisir, etc. Et après, il y a tout ce qui relève aussi des conditions réglementaires, de la sécurité lors des séances, de l'hygiène. Ça, c'est en relation avec notre formation. Donc là, on a parlé un petit peu d'activité physique, on a distingué par rapport au sport, et ensuite on a parlé d'activité physique adaptée qui prend de plus en plus de sens en fonction, enfin, par rapport à sa définition et par rapport aux personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Sûrement que les médecins vous en ont parlé, peut-être que ça va être des neurologues qui vont pouvoir vous en parler. Donc maintenant, déjà, vous avez peut-être un petit peu plus de notions sur ce que cela est l'activité physique adaptée et le rôle et les missions de l'enseignant en activité physique adaptée. Je ne sais pas si tu voulais compléter un petit peu avant qu'on attaque la motivation, Anthony, ou je me lance Euh, sur la non, non, motivation. c'est parfait. Pour moi, c'est tout à fait complet. Voilà, tu as évoqué tous les aspects importants. Voilà, Toi, après, Anthony, tu travailles avec un enseignant en APA? ouais, moi, c'est venu très vite en fait dans ma prise en charge puisque j'ai eu la pompe à kiné assez rapidement dans mes traitements. Et en fait, c'est mon prestataire de santé qui me finance. Donc, c'est une chance pour moi, hein. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il me finance le coaching en APA, en activité physique adaptée. Et donc, je vois un coach qui vient chez moi 2 heures par semaine. Et tu retrouves tous les aspects là qui ont été présentés sur le rôle et les missions et comment toi, ça t'aide peut-être dans le quotidien en tant que malade sur cette notion finalement de pérennisation de l'activité physique. Exactement. Alors, ça aide sur le côté. Alors, moi, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de motivation parce que j'aime le sport de base. Mais il y a quand même, même avec ces conditions-là, il y a quand même des fois où si j'avais pas ce rendez-vous qui était programmé avec mon coach qui vient voilà, de 10 heures à midi, le vendredi, bah, peut-être que je serais resté un petit peu plus longtemps au lit ou que j'aurais fait du téléphone ou de l'ordinateur plutôt que d'aller au sport. Et le fait d'avoir ce rendez-vous, eh ben, ça met un petit coup de pied aux fesses des fois quand on a un peu moins envie. Donc voilà. Et après, effectivement, sur ce que disait Yann, ben, on réapprend à se connaître et à connaître ses capacités. L'enseignant, il est là pour ça aussi. Et la petite nuance que j'ajouterais, c'est que même d'une séance à l'autre, on peut être complètement différent, nous, en tant que malade. Ça veut dire que si on a mal dormi ou si on n'a pas pris le cachet à la bonne heure ou quoi, moi, je sais que j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps avec Rémi. Et il avait prévu une séance. Et en fait, quand il est arrivé, je lui ai dit, écoute, là, je suis complètement raide. Donc, en fait, il a revu sa séance en fonction de mon état à l'instant T. Et voilà, il s'est super bien adapté. Et donc, ça fait partie des compétences de l'enseignant en APA. De pouvoir s'adapter à l'état de santé et aux capacités, aux tentés de la personne qui l'accompagne. Ok, bah super, merci pour ce complément. Et du coup, ton intervention permet d'ouvrir la suite de l'intervention sur la motivation, qui est un sujet clé effectivement dans, dans cette question de l'activité physique. Exactement. Donc, pour parler de la motivation, donc tu l'as dit, Anthony, il y a des moments où
même si on est sportif, même si on prend plaisir par les pratiques, etc., l'hiver, quand il fait nuit un petit peu plus tôt, quand il fait froid, c'est plus compliqué pour se mettre en mouvement. Et du coup, la part de la motivation prend totalement sa part. Donc là, pour le déroulé de la suite, je me suis appuyé sur des travaux et l'expertise de l'INSERM de 2019 sur l'activité physique et du coup sur le blog de Guillaume Chevance qui résume par un article très bien ces notions de motivation-là et qui résume très bien les travaux faits par l'INSERM. Donc, la définition, déjà, pour savoir de quoi l'on parle, c'est qu'on peut le définir comme l'ensemble des forces internes et ou externes, donc de soi ou sinon de l'environnement, qui produisent le déclenchement, la direction, l'intensité, la persistance ou sinon l'arrêt du comportement. Donc là, en l'occurrence, par rapport à l'activité physique. On peut la définir comme le passage de l'intention à l'action, mais ce qui est important, c'est que du coup, pour aller sur l'activité physique, il y a des choses qui existent, il y a des choses à prendre en compte qui vont nous permettre du coup d'avoir des leviers supplémentaires pour pouvoir faire l'activité physique d'une manière plus régulière, euh, un peu plus soutenue et puis surtout pérenne dans le temps. En général, sur les différents types de motivation, au niveau du rapport, ils disent que plus on va avoir des intentions et plus on va planifier du coup l'activité que l'on va vouloir faire, c'est-à-dire quel type. Donc, est-ce qu'on va être sur une activité qui va être plutôt d'endurance? Est-ce qu'on va être sur une activité plutôt de renforcement musculaire? Et puis concrètement, à l'intérieur de cette activité-là, est-ce que c'est l'activité physique qui va nous permettre d'aller acheter le pain à la boulangerie? Est-ce qu'on va être plutôt sur un programme d'activité physique adapté? Avec le quand est-ce qu'on va le faire? Avec le où et avec qui? Donc ça, c'est ce que tu disais sur la diapo pardon, précédente, Anthony. Plus on va avoir ces intentions et planification, plus du coup, on va avoir un comportement qui va être favorable à la pratique de cette activité physique. Aussi, plus on va, sur un court temps, sur 6 mois, arriver à automatiser cette activité physique, et plus du coup, l'engagement à long terme à l'intérieur de celle-ci sera bénéfique. C'est-à-dire que on a un petit cap à passer en général de quelques mois pour pouvoir avoir cette routine qui devient complètement automatique dans notre semaine. Et une fois qu'on l'a après, entre guillemets, c'est plus dur de s'en défaire. Donc ça nous permet de nous engager à plus long terme dans la pratique. Puis après, ce qui va nous permettre d'avoir cette motivation pour arriver à avoir un comportement en faveur de l'activité physique, ça va être tout ce qui va être aussi de l'environnement social dans lequel nous allons être, le climat motivationnel. Si on a des pères, si on a des aidants, si on a des enfants qui vont nous encourager, si on a ce soutien des professionnels, que ce soit les médecins, les neurologues, le soutien des enseignants d'activité physique adaptée ou alors des éducateurs sportifs, si on est au sein du milieu ou du mouvement sportif plus large. Tout ça, ça va être des choses qui vont, des aspects qui vont nous amener à avoir un peu plus de confiance en soi et du coup, on va avoir plus d'engagement dans l'activité physique. Et Et, ça rejoint aussi ce que tu disais, Anthony. Je ne sais pas si tu ouais. veux y faire écho. Quand Il y il a y a des aussi, moments le vendredi où c'est difficile de se lever, ben, le fait d'avoir ce programme-là, ça nous permet d'y aller. ouais, et il y a aussi le côté progrès qui est dans le cercle vertueux du truc, qui fait que quand tu vois que même les jours où c'est un peu plus dur, mais que sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bah, tu progresses, bah, là aussi, c'est un levier motivationnel de faire des progrès. Exactement. Et du coup, ces progrès, ils sont en général perceptibles. Et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure sur la diapo avec le rôle et les missions de l'enseignant à pas, ils sont aussi évaluables. C'est-à-dire que s'il y a un test où à un moment donné, on le réalise en 20 secondes et que ce test-là, on le fait 3 mois ou 6 mois après, on se rend compte que on l'a fait en 15 secondes, et bien c'est quelque chose qui va avoir justement un retour sur ses performances, entre guillemets, ou sur son un état de santé qui va être largement favorable et ça renforce bien entendu la confiance en soi et ça nous donne envie bien sûr de continuer. Et puis aussi ce qui va être important, donc là on en a parlé depuis tout le début de la présentation, c'est réellement trouver une pratique qui nous procure du plaisir. Euh, Moi, dans le quotidien, on me pose souvent la question, Yann, qu'est-ce que je dois faire, etc., comme activité, etc.
pour savoir concrètement comment freiner l'évolution de la pathologie ou alors comment je peux faire pour travailler sur tels aspects, tels aspects. Moi, à mon sens, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a besoin, je prends un exemple, de travailler le déplacement, mais son activité sur laquelle elle prend le plus de plaisir, c'est du tir à l'arc, ben, mon rôle en tant qu'enseignant en activité physique adaptée, ça va être d'adapter la pratique tir à l'arc pour intégrer peut-être du déplacement, de développer l'endurance aérobie sur des petits exercices, sur des petits parcours, mais où la finalité, ça sera de réaliser un tir d'une flèche sur une cible. Donc là aussi, il ne faut pas forcément s'arrêter à ce que sont les activités. Alors bien entendu, si on veut travailler l'endurance, on ira peut-être sur de la marche nordique. Si on veut travailler plutôt euh, la conscience de soi, le contrôle de soi, le schéma corporel. Peut-être qu'on va avoir peut-être plutôt de l'activité de danse ou alors des activités comme du pilate, du yoga ou des activités de type yoga ou pilate. Donc, mais ce qui est important, c'est de bien savoir quelles activités physiques et sportives ou adaptées nous procurent du plaisir pour justement pouvoir avoir ce comportement en faveur de l'activité physique qui puisse être pérenne dans le temps. Il n'y a rien de plus difficile que d'aller sur des activités sur lesquelles on sait d'avance qu'on ne va pas forcément prendre du plaisir et, et progresser. Donc là-dessus, ça va être important de bien cibler lors de l'entretien ou dès le début quelles sont les activités physiques qui nous permettraient d'avoir plus de plaisir. Et comme disait aussi Anthony au début, si à un moment donné, lui, le sport, c'est quelque chose qui a été naturel chez lui, mais pour des personnes qui n'aimeraient peut-être pas forcément faire ou du sport ou de l'activité physique adaptée, ben peut-être que ça va être repenser son quotidien. Peut-être qu'au lieu de prendre la voiture ou le tram pour aller acheter la baguette de pain, ben, on ira avec des bâtons de marche nordique pour essayer justement d'avoir cette pratique d'activité physique où on prendra peut-être un peu plus plaisir que sur d'autres activités. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on pourra revenir, si vous voulez, tout à l'heure, pour répondre plus concrètement à vos questions. Surtout qu'il y a plein de moyens aujourd'hui de se fixer des mini-objectifs avec les montres connectées un peu ou même des applis sur le smartphone où tout fait podomètre. Donc tu peux te fixer un nombre de pas à faire par jour et atteindre ton objectif aussi. Et ça aussi, c'est gratifiant de dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai marché 7000 pas, c'était ce que j'avais fixé. Voilà. Je pense Ah, qu'aujourd'hui, pour pas cher, on peut se fixer des mini-objectifs un petit peu tous les jours et les atteindre. je Voir voudrais les rebondir sur ce que tu dis, Anthony, parce que ça doit jouer aussi dans la motivation, j'imagine, de ne pas se fixer d'objectifs trop hauts, trop hors d'atteinte. J'imagine que ça a un effet finalement délétère sur la motivation si on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Pour moi, si on se fixe un objectif trop haut, c'est que on a été un peu présomptueux sur son état moteur. Mais je pense que ça doit être le professionnel qui doit fixer l'objectif plutôt. Ok, merci. Alors, il y a des Exactement. questions qui arrivent. Je vous préviens, on y répondra une fois que voilà, la présentation sera terminée, mais on a déjà des questions, donc c'est super. N'hésitez pas, pour les participants, vous pouvez aussi d'ores et déjà poser vos questions, on les traitera dans la foulée. Alors, comment on agit sur la motivation, hein, Yann? Et du coup, Justement. comment y agir dessus finalement? Donc, on va juste voir quelques pistes qui sont aussi issues du rapport INSERM et qui sont vérifiées du coup par expérience sur le terrain. C'est-à-dire que si on a des informations sur les effets de notre pratique, ça va nous permettre aussi d'engager un peu plus le comportement favorable à cette pratique d'activité physique. Si on a des informations sur les différentes activités, sur les lieux, sur les structures, ça, c'est des choses qui vont pouvoir nous permettre d'avoir accès un peu plus facilement aux différentes activités. Et ensuite, ce qui va être important, ça va être d'anticiper certaines barrières. Donc, souvent, j'en identifie une, c'est la barrière du déplacement pour se rendre sur le lieu de pratique. Donc là, ce qui est important, c'est de voir comment on peut arriver à lever cette barrière-là. Donc certes, il y a la part peut-être visio à un moment donné, faire l'activité de chez soi qui est possible, mais peut-être qu'il y a d'autres possibilités pour se rendre sur un lieu de pratique, comme faire du covoiturage, voir avec le groupe s'il n'y a pas peut-être un minibus qui peut
permettre à chaque personne du groupe d'aller sur le lieu de pratique. Donc, selon les territoires, il y a des choses qui existent. Après, avoir un petit peu plus auprès de son territoire directement, ce qui est déjà développé peut-être. Et donc, on y revient. Ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs réalistes, évidemment, parce que si les objectifs sont trop hauts et qui ne sont pas forcément atteints, ça ne va pas forcément être quelque chose qui va nous permettre de gagner en confiance en nous. Donc, ce qui est important, c'est peut-être d'avoir plusieurs petits objectifs, sous-objectifs, avec peut-être une finalité d'aller vers, euh, vers un horizon à un moment donné. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ces objectifs réalistes. D'où l'intérêt peut-être d'être accompagné là-dessus sur le fait de se fixer les objectifs. Souvent, on n'a pas trop idée de ce que l'on peut faire, de nos possibilités, etc. Et le fait d'être accompagné là-dessus, suite à un entretien, suite à un partage d'expérience aussi, ça nous permet d'avoir des objectifs plus précis, mieux quantifiés et mieux réalisables. Et ensuite, comment on peut agir dessus? Ça va être tout ce qui va relever des feedbacks lors des différents rendez-vous, que ce soit avec les enseignants APA, les médecins, les neurologues, etc. Tous les feedbacks positifs qui pourront être faits, ce sont des choses qui vont nous renforcer au niveau de la motivation, comme tout ce qui sera des encouragements, des félicitations par la personne, avec la personne avec qui on vit, avec l'entourage, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes du coup pour aller avoir cette pérennisation. Et après, il y a la partie monitoring. Donc, moi, j'ai mis entre parenthèses journal d'activité, mais à l'heure actuelle, comme Anthony en a parlé, ça peut être fait maintenant avec des applications de smartphone, avec les montres connectées, avoir une quantification aussi qui peut être réalisée pour avoir ce qui aura été fait en termes d'activité physique au niveau de la Surtout que, semaine. excuse-moi Yann, Ouais, surtout que vas-y. les applications iPhone ou même les montres, en fait, quand tu remplis ton sexe, ton âge, ta taille, ton poids, elles te fixent elles-mêmes déjà un objectif raisonnable à atteindre. Donc voilà, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher bien loin pour se dire qu'on a fait une journée active correcte. Voilà, l'application calcule le nombre de pas idéal pour la personne voilà, comme moi, qui a 42 ans, qui fait 1,80 m et qui pèse qui a 85 kilos. Je veux savoir le nombre de pas qui est recommandé pour moi par jour. Exactement. Et même les applications maintenant, moi, si je prends l'exemple de ma montre, quand j'ai atteint mon objectif de pas journalier ou mon nombre d'étages réalisés, elle m'affiche elle vibre, elle affiche un petit message, bravo, vous avez atteint l'objectif ou objectif atteint pour aujourd'hui. Et mine de rien, c'est des choses qui, quotidiennement, par expérience, si on sait qu'on n'a pas atteint le nombre de pas fixés, peut-être que ça va nous impacter sur la fin de journée pour savoir quelles activités on va peut-être pouvoir faire, quelles balades digestives on va peut-être pouvoir réaliser aussi. C'est ça, et c'est aussi un petit plaisir quand ça vibre et que tu regardes, ah ouais, objectif atteint. Oui, ça génère de la dopamine finalement. C'est le circuit de la Clairement. récompense qui est activé en disant bravo. Donc tout ce que vous proposez finalement, ça va aider à agir sur la motivation. Ça entretient le cercle vertueux et même si on va un petit peu plus loin, comme le sport est quand même une image de bonne santé, ça peut jouer aussi sur la motivation, sur une meilleure hygiène de vie alimentaire, par exemple. Et je pense que les deux sont liés. Mhm. Exactement. Exactement. Et dans les derniers points, du coup, sur les pistes, le fait de se rappeler d'une expérience positive, donc se remémorer une situation vécue comme une réussite, c'est des choses qui peuvent nous permettre de regagner aussi en motivation. Donc ça, on peut y faire appel. Et rien que le fait d'avoir noté peut-être sur un journal de bord comment on s'est senti après les différentes séances, s'y replonger aussi dedans quand on a des coups d'un petit de moins bien, entre guillemets, c'est des choses qui peuvent nous aider à aller au-delà. Et après aussi, il y a le fait d'avoir des témoignages de personnes ayant réussi à mettre en place l'activité sur échanger, comme peut-être on le fait avec Anthony, ou ça peut être aussi réalisé soit par directement l'intégration dans des groupes de pratique, ça peut être aussi réalisé dans des centres de rééducation. Ça, c'est des choses qui peuvent justement
nous permettre d'aller chercher le surplus de motivation quand il y a des moments où ça sera un peu plus difficile. Voilà pour cette partie sur les quelques pistes. Et finalement, en pratique, comment faire? Donc là, c'est pas une recette magique, hein, c'est juste des petites informations et après chacun peut piocher là-dedans. Donc on peut essayer d'investir les différentes pistes vues précédemment. Comme on l'a évoqué, repenser son quotidien. Qu'est-ce que je souhaite faire en termes d'activité physique, en termes d'activité physique et sportive ou d'activité physique adaptée, si c'est la meilleure solution pour moi. Repasser son quotidien en matière d'activité physique. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de plutôt que d'aller à la boulangerie en voiture, ben, si elle est à 5 minutes, ben, peut-être faire le kilomètre à pied. C'est des choses qui peuvent nous aider. Se questionner sur ce que chacun souhaite réellement faire. Ça, pour moi, c'est la part la plus importante de tout. Les envies de chacun. Si je dois choisir une activité sportive sur laquelle je souhaite m'engager, ou peut-être qu'il y en a certains qui vont préférer des groupes où on va mixer certaines activités parce qu'on se lasse peut-être de faire du tennis de table pendant 3 mois, mais si j'ai un programme de tennis de table pendant 3 mois et qu'après je peux passer sur de la marche nordique, ben, c'est des choses qui vont me permettre aussi de pérenniser dans le temps cette pratique d'activité physique. Ce qui est important, c'est de valoriser le sens du collectif. Et là, quand on échange avec de nombreuses personnes, le fait de faire une activité en groupe, d'échanger avec d'autres personnes, on en apprend tout autant sur soi que si on était, enfin, on en apprend même encore un petit peu plus que si on était resté sur une activité individuelle. Mais après, il y en a certains qui préfèrent justement cette activité individuelle-là, donc d'où le fait de savoir assez rapidement ou quand c'est le bon moment, qu'est-ce qu'on souhaite faire, une activité individuelle, collective ou autre. Et ensuite, il y a la partie d'anticipation, d'observation des barrières pour essayer de les lever, donc soit en autonomie, soit avec le soutien d'un tiers, soit par peut-être que Alix, tu peux faire écho au niveau des différents comités départementaux aussi. Il y a des personnes ressources dans chaque département, donc peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider. On n'est pas tout seul à chaque fois pour lever toutes les différentes barrières là. Au niveau des solutions en pratique, donc il y a la possibilité du coup pour cette pratique d'activité physique qu'elle soit plutôt libre, que ce soit sur de la marche nordique, que ce soit sur la pratique d'activité physique quotidienne, peut-être de l'escalade, peut-être de la natation, peut-être du tricycle, du vélo, donc peut-être des choses qui pourront être réalisées plutôt en autonomie. Il y a tout ce qui va relever aussi de l'accompagnement au sein des maisons sport santé aussi désormais, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Après, il y a l'accompagnement, l'offre qui pourrait être réalisée en association, au sein d'un réseau, d'un organisme, d'une institution. Pour certaines personnes qui seraient plutôt sur une pratique fédérale, il va y avoir peut-être les clubs, le sport santé qui se développe au sein des différentes filières aussi, des différentes fédérations. Et après, il y a la partie aussi enseignant, enfin, activité physique adaptée qui peut être réalisée à domicile. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de la Société française des professionnels en activité physique adaptée un annuaire national. Comme vous voyez sur la carte, selon les régions, les personnes, les professionnels peuvent se référencer. Et pour des personnes aussi pour qui ce serait la solution, il y a la possibilité de la visio qui existe. Et même si la visio, on est derrière un écran, ça permet quand même d'avoir notre activité. Par contre, j'insiste là-dessus sur le fait d'avoir des précautions nécessaires, notamment quand on avance dans la pathologie, parce que parfois on pourrait être face à des conditions de sécurité qui resteraient euh, pas assez pensées. Et donc, on peut faire de la pratique en visio, mais en anticipant quand même la sécurité. Et là, c'est le professionnel qui sera face à vous qui pourra lever ces points d'interrogation-là. Voilà pour ma part là-dessus. Je ne sais pas si Anthony, tu voulais compléter quelque chose ou Alix sur ces différentes parties, motivation, sur comment faire, les solutions. Non, moi, j'ai un petit message qui est marqué sur mon t-shirt que j'aime bien. Alors, je ne sais pas de la plus qu'on a, hein, je ne sais pas si on vient de le voir. Il me dit ça, si t'arrives à lire. Make your brain Happy. happy. Rends ton cerveau heureux.
avec le sport. Moi, c'est le message que j'essaie de faire passer. Effectivement, ça a des effets très, 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 très bénéfiques sur tous les aspects physiques et physiologiques et psychologiques, hein, l'activité physique pour tout le monde. Merci beaucoup, Yann, pour ce partage très enrichissant. Est-ce qu'Anthony, tu veux réagir voilà, sur ce qui a été dit avant qu'on puisse rentrer sur le temps des échanges et des questions qui sont arrivées entre-temps? Non, bah, écoute, j'ai trouvé ça très complet et très informatif pour ceux qui sont un peu perdus là-dedans. J'espère qu'ils auront plus de billes, enfin, c'est sûr maintenant qu'ils auront plus de billes pour s'orienter, pour entamer ce cercle vertueux dont on parle depuis tout à l'heure. Et voilà, enfin, moi, je ne peux qu'encourager à mettre le pied à l'étrier et à se lancer. Alors, pas tout seul pour ceux qui sont un peu moins confiants, mais on a vu qu'il existe des solutions pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que on va encourager quelques personnes à entamer ce cercle vertueux. Super, merci Anthony pour ce mot de motivation. Yann, je te propose de retirer le partage d'écran, comme ça ce sera plus confortable pour le temps des questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées, dont plusieurs qui se regroupent, donc je vais essayer de faire une question un petit peu commune. Il y a cette question, vous avez parlé tous les deux de l'APA, comment... euh, on peut y accéder, comment on peut trouver un lieu pour le pratiquer et peut-être aussi, Anthony, si tu peux revenir un peu plus en détail sur toi, comment tu as réussi à faire ce financement de ton coach d'APA. Donc Alors, peut-être Yann dans un premier temps sur comment on trouve un coach APA, comment on le finance et puis Anthony après ton expérience. Ok. Par rapport à la terminologie, c'est vrai qu'il y en a certains, selon les territoires, il y en a certains qui se font appeler coach APA ou éducateur APA. Ça, c'est la terminologie exacte là-dessus, c'est l'enseignant en activité physique adaptée qu'on pourra peut-être plus retrouver aussi sur Internet quand on fera des recherches. Sur les solutions, on en a parlé un petit peu à la fin, donc c'est-à-dire qu'il y a des possibilités au sein de même des territoires de voir quelles sont les associations pardon, qui peuvent proposer ce type d'accompagnement-là. Moi, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui, suite au diagnostic, quelques temps après, font aussi un séjour en SMR, en soins médicaux et de réadaptation neurologique. Donc, quand il y a un enseignant d'activité physique adaptée, c'est l'occasion aussi par excellence pour pouvoir travailler sur ce projet d'introduction de l'APA dans le parcours de vie. Donc, nous, en général, quand on accueille des personnes en APA, notre but, c'est qu'à la fin, il y ait une solution qui puisse être pérennisée au sein même du parcours de la personne. Après, sur le terrain, il y a l'orientation vers les maisons sport santé depuis quelques temps maintenant, sur lesquelles vous allez pouvoir être accueillis, éventuellement réaliser un bilan. Et à ce moment-là, le but de la maison sport santé, ça sera soit de pouvoir prendre part sur des créneaux qu'elle propose, ou sinon qu'elle puisse vous réorienter vers des associations pertinentes par rapport à votre projet. Ensuite, il y a la possibilité aussi de voir, selon les territoires, pardon, excusez-moi, il y a des médecins aussi qui sont sensibilisés, bien que peut-être trop peu à l'heure actuelle, mais il y en a certains qui auront un petit carnet d'adresses pour pouvoir orienter aussi selon les territoires. Et après, je pense qu'il y a la possibilité aussi soit de réaliser en autonomie, ou sinon, euh, comment dire, je sais que euh, selon les territoires, vous avez les antennes aussi de France Parkinson qui sont présentes sur le terrain et qui connaissent un petit peu ce qui se fait en matière d'activité physique adaptée. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée pour pouvoir avoir des informations là-dessus. Et après, il existe des dispositifs plus spécifiques selon les territoires, dont un dont je pense qu'Anthony pourra nous parler et qui le fera bien mieux que moi, mais il y a d'autres aussi dispositifs qui existent pour proposer des programmes, mais là, ça va être hétérogène et dépendant souvent des régions dans lesquelles nous sommes.
Tout à fait. Alors, je rebondis juste sur les comités. Effectivement, nos comités départementaux bénévoles proposent souvent des activités physiques adaptées. Donc, contactez-les. Je vous ai mis le lien dans le chat pour retrouver sur notre site internet les coordonnées des comités. Et puis, de plus en plus de comités proposent du ping Parkinson, puisqu'il y a des effets qui sont très important sur les bénéfices sur le ping-pong. Donc voilà, c'est aussi un sport qui prend beaucoup aujourd'hui et qui est très populaire, à raison. Donc voilà, vraiment orientez-vous vers vos comités pour trouver cette motivation, ce cadre, ce lien social. Et donc Anthony, toi, au niveau de ton financement d'APA, est-ce que tu peux nous repréciser tout ça, s'il te plaît? Moi, c'est venu à moi, en fait. Je connaissais pas du tout l'APA avant d'être malade et même avant d'avoir la pompe à Popinot. Je connaissais le sport, moi, de ma pratique d'avant, mais je connaissais pas du tout le monde de l'APA. Et en fait, c'est mon prestataire de santé donc, qui s'occupe de moi vis-à-vis de la pompe, qui m'a proposé d'entamer un coaching APA. Et donc, j'ai découvert tout ça voilà, avec Sarah à l'époque, avec effectivement les évaluations qu'on a faites, dont parlait Yann tout à l'heure, donc de la marche rapide, de la souplesse, etc. Et donc, bah, moi, aujourd'hui, j'ai la chance que ce soit financé par mon prestataire de santé et j'ai appris comme on l'a vu en début de webinaire, à me redécouvrir, à dessiner voilà, des objectifs, des capacités nouvelles, que, voilà, qui sont forcément moins que celles que je pouvais avoir quand j'avais 20 ans. Donc voilà, et j'ai la chance d'être accompagné voilà, par des professionnels qui vont me guider sur la manière dont je dois faire et la fréquence et l'intensité. Voilà. Mhm. Merci Anthony. On en a parlé à plusieurs reprises, hein, de se redécouvrir, d'accepter certaines choses. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer si tu as réussi à comprendre un peu ça, comment tu as fait justement, parce que là, pour accepter ces nouvelles capacités, ces nouvelles compétences, comment tu as accepté de faire différemment? Parce que ça, c'est un point qui est assez important, hein, de l'acceptation pour pouvoir se remotiver, pour pouvoir refaire. En fait, dans ma vie de tous les jours, enfin, j'ai assimilé le fait que bah, on a des troubles moteurs, donc forcément, on marche moins bien et moins vite qu'avant, même voilà, ça dépend du moment de la journée, mais forcément, on remarque qu'on n'a pas la même vie qu'avant. Et après, au niveau des performances sportives, donc on va parler un peu de tennis parce que c'est le sport que je suis enfant. Et c'est pas facile tous les jours d'accepter de jouer moins bien que enfin, de savoir faire moins de choses que ce qu'on savait faire avant. Mais voilà, je suis content de reprogresser. Je suis reparti, pas de zéro parce que j'ai quand même mon vécu. Et je suis reparti d'un point et j'ai l'impression de réavancer. Et rien que le fait de reprogresser, je suis dans mon cercle vertueux de motivation et de récompense. Et voilà, donc je- j'ai accepté le fait de me dire que je jouerais peut-être plus au même niveau que j'ai eu avant. Mais déjà, le fait de pratiquer mon sport passion et en plus de bientôt faire de la compétition en tant que malade de Parkinson, voilà, quand je suis les deux pieds sur le terrain face au filet, je suis heureux. Donc, c'est des petits pas finalement pour cette acceptation. Euh, je, je, je pense que ça dépend de chacun, en fait, de la vision du recul qu'on peut avoir sur sa vie et sa maladie. Ça, c'est propre à chacun, je pense. Hmm. D'accord. Merci Anthony pour ce partage. Alors, au niveau des questions, là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Alors, pour information, je réponds en direct. Il y a le webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez le retrouver si vous nous rejoignez en cours de route. Au niveau des activités, alors, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par la première. Est-ce que des activités non intensives type jardinage sont bénéfiques pour ralentir les symptômes? Si vous êtes en capacité de répondre à cette question, parce qu'elle est quand même assez technique et pointue. Et pour compléter votre réponse, je vais partager sur notre site internet dans le chat l'enquête qui a été menée sur l'activité physique adaptée qui reprend aussi certains éléments. Donc je vous laisse répondre sur cette question.
des typologies d'activités en fait pour ralentir les symptômes? Hum, Par rapport à ça, et notamment si on prend le cas du jardinage, euh, si on décompose un petit peu l'activité du jardinage, le fait de se baisser, se relever, le fait de se déplacer, de marcher sur un terrain qui est instable, ça va nous permettre de travailler la fonction musculaire des jambes, des membres inférieurs, ça va nous permettre de travailler la coordination, si à un moment donné je dois bêcher, etc. Ça va nous permettre de travailler l'équilibre aussi, tout en étant en déplacement. Donc ça va nous permettre de travailler sur tous ces aspects-là. Après, ça va dépendre, pour répondre précisément à la question, si ça permet de ralentir les symptômes. Je ne suis pas sûr que ce soit une formule magique parce que ça va venir dans un cadre où il va y avoir peut-être pas que le jardinage qui va rentrer en compte, il va y avoir une notion de traitement aussi qui va rentrer en compte, il va y avoir d'autres éléments aussi. Donc, en faire, c'est bénéfique. Après, dire que ça ralentit l'évolution de la maladie, ça va dépendre de chacun pour moi. Après, je ne suis pas médecin, c'est ma réponse là-dessus à ce jour. Ce qu'il faut, c'est que bien comprendre que quand on décompose un petit peu cette activité, ça a de l'intérêt. Et même par contre, ce qu'il faut rester vigilant, c'est qu'on ne pratique pas cette activité-là. Euh, il faut tenir compte des dangers aussi. C'est-à-dire que si je suis une personne qui commence à avoir quelques troubles de l'équilibre, qui commence à avoir des difficultés à la marche ou éventuellement avec certains freezing, là pour le coup, ça va être une activité qui sera peut-être pas forcément plus recommandée, surtout si vous la pratiquez d'une manière individuelle, parce qu'on peut, faut en tenir compte aussi, hein. Il faut rester vigilant là-dessus. On peut aussi, peut-être en faisant le jardin, avoir des difficultés pour se relever et à un moment donné, être en difficulté, plus pouvoir se relever. Donc là, ça va dépendre vraiment du cas par cas et de chacun. Donc d'une manière générale, le message global, c'est on encourage à faire ce type d'activité, mais après, il faut tenir compte des risques aussi, parce qu'avec l'évolution et l'avancée de la maladie, il ne faut pas non plus qu'on se mette en danger sur des activités qu'on souhaiterait maintenir à tout prix. Mm. Parce que si à un moment donné, on ne peut pas se relever, ou si en faisant le jardin qui est à 150 mètres de chez moi, il m'arrive quelque chose et je suis en difficulté, plus personne ne peut venir m'aider, là, il faut tenir compte aussi des dangers. Donc le Mm. message global, allons-y, mais avec une vigilance marquée par rapport aux propres capacités de chacun. Et là, ce n'est pas possible pour moi de répondre au Mm. cas par cas. Oui, ça rejoint du coup bah, les trois autres questions qui arrivaient et que je gardais pour les poser ensemble. Est-ce qu'il y a des activités à éviter? Donc la réponse c'est non. Ça dépend de chacun, si je Ça va comprends Ça, dépendre bien. de... c'est ça, et là, il y a autant de malades de Parkinson voilà, chacun est différent, donc c'est vrai que c'est compliqué de dire, bah tiens, tel sport, ça marche et ça va te faire gagner tant d'années, ça n'existe pas comme réponse, ça. Donc Mhm. voilà, c'est tellement du cas par cas que c'est pas des questions auxquelles on peut répondre de façon très claire. Mhm. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que chaque activité peut être pratiquée d'une manière adaptée. Si par exemple, on parle d'une activité comme de l'escalade, à partir du moment où on est soit sur du bloc, donc c'est-à-dire les pieds élevés du sol jusqu'à 40, 50 cm max. Ça va nous permettre de travailler sur la posture, la force de préhension. Et même si on voulait à un moment donné monter avec quelqu'un qui nous assure, à partir du moment où on est sécurisé avec un casque, c'est une activité qu'on peut faire. Si on prend une activité comme de la natation, c'est quelque chose en adaptant la flottaison avec des frites, euh, en prévenant aussi les personnes qui sont les Mhm. maîtres nageurs sauveteurs dans la piscine, qu'on se lance sur cette activité-là, ou alors essayer d'aller sur une activité où on est sur un bassin, pardon, où on est sûr d'avoir pied. Ça, c'est des choses qui vont peut-être être réalisables, bien que la coordination peut-être parfois fasse défaut, mais si on est accompagné sur ce type d'activité, on peut faire. Là où il faut Mhm. rester vigilant, c'est sur des activités un peu plus à risque, comme si je prends cet exemple-là, parce que souvent ça revient dans la pratique, le vélo. Peut-être qu'une personne qui faisait du vélo d'une manière très intensive, très poussée en club, à faire peut-être plus de 150-200 km par semaine, ben, à un moment donné, il faut tenir compte qu'on va
mais puis même naturellement, hein, en avançant en âge, on va pas forcément avoir la même résistance. On va peut-être se fatiguer un peu plus rapidement. Il y a l'effet des traitements aussi qui va rentrer en compte. Et peut-être que le vélo, il va falloir passer sur un modèle à assistance électrique dans un premier temps. Et après, peut-être Mm. qu'il faudra envisager cette pratique-là, parce que ça nous procure du plaisir, cette activité à l'extérieur, mais avec un tricycle aussi. Donc après, selon là où nous en sommes au niveau du stade, ce qu'il nous faut, c'est avoir la pratique la plus adaptée. D'où l'intérêt peut-être par moment de se faire de questionner des médecins là-dessus, ou sinon des personnes qui maîtrisent ces activités-là pour pouvoir avoir les bons conseils. Il n'y a pas forcément de contre-indication sur le niveau d'intensité dans les pratiques, hein. Ce qu'il faut, c'est tenir compte des symptômes moteurs et non moteurs pour prendre en compte Mm. là-dessus. On peut faire du rameur, par exemple, avec intensité. Ça, c'est pas gênant, il n'y a pas de risque de chute. Si on veut faire du judo, même si on tombe au sol, la structure du sol peut nous aider, si vous voulez, à amortir aussi un petit peu la chute. Donc Mm. après, c'est voir comment on peut repenser les différentes activités. Et si jamais, dans Mm. tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il y en a qui partent beaucoup en randonnée, il y en a certains qui gardent leurs activités d'escalade en structure naturelle. Là, ce qui est important, c'est de le faire en groupe, d'être accompagné éventuellement, et sinon avoir toute la structure, hydratation, la petite trousse à pharmacie, un moyen de communication, tout ça, c'est des choses qui sont indispensables maintenant pour le coup en termes de sécurité à avoir quand on se lance sur une pratique d'exercice physique. Je ne sais pas si ça, j'ai divagué un petit peu, mais parce Et, qu'en 1 heure et justement, demie, il y a beaucoup de choses à dire. Et ça, c'est des éléments qui sont importants, si vous voulez, sur la partie adaptation, sur la partie sécurité. Et après, à partir de là, on peut faire quand même pas mal de choses. bah, merci parce que ça donne des billes en fait sur les deux autres questions que j'allais poser. Euh, Quel était le danger de pratiquer le judo ou le footing assez intensivement? Donc là, je crois qu'il y a des éléments de réponse. Après, je pense qu'il y a une question peut-être, c'est que intensif, ça dépend de chacun en fait. Qu'est-ce qu'on chacun met derrière la notion d'intensif? Et ça, c'est des choses qui sont clairement définies. Justement, et je vous ai donc dans le lien, et pour répondre à la question de est-ce que la pratique d'une activité physique peut avoir des effets sur la maladie, il y a cette étude dont je vous ai mis le lien qui donne des éléments de réponse. Et c'est des choses qui sont assez précises en termes d'intensité, de fréquence. Je vous renvoie vers l'étude pour en savoir plus, mais est-ce qu'on peut définir la notion, les différentes notions d'activité intensive? Je pense que ça, ce serait intéressant. Là-dessus, par rapport à la notion d'intensité, pour que ce soit simple et facile à repérer en pratique, euh, moi, je me sers beaucoup avec les pratiquants en séance par rapport au ressenti, donc soit sur une échelle de Borg modifiée, c'est-à-dire une échelle d'essoufflement qui va aller de 0 à 10, 0 pas du tout essoufflé, 10 très très essoufflé. En général, on travaille sur un ressenti entre 3 et 6, mais avec certaines personnes, on va pouvoir aller sur du 8, voire quasiment du 9. Mais donc ça, c'est quelque chose sur l'intensité. Activité faible en général, on va pouvoir maintenir une conversation sans problème. Intensité faible, on peut parler avec n'importe qui. OK. Activité d'intensité modérée, on commence quand on fait des efforts à chercher un petit peu les mots. Et activité d'intensité élevée, là, c'est plus possible de pouvoir échanger, de converser avec quelqu'un. Là, on est vraiment sur une activité d'intensité élevée. Ça, c'est un exemple que je me resserre avec les différents pratiquants quand on est en séance, parce que du coup, nous, moi, de mon côté, ça me permet de les sensibiliser à ce niveau d'intensité-là. Et eux, derrière, quand ils feront la pratique en autonomie ou avec un autre professionnel, ils auront déjà ces billes-là par rapport à est-ce que je suis en capacité de converser, oui, non, ou pas, et pour avoir un peu plus de billes là-dessus. Et après, il y a cette intensité, on a parlé de la partie aérobie, mais il y a tout ce qui va relever aussi de la fréquence, de combien de fois par semaine, combien de fois par jour, etc. etc. Ah, mais je crois que Toutes l'étude ces justement parties qui... que tu as mis en lien, Alix, je crois que c'est la même que je connais, qui Mm. dit, c'est une étude américaine, je crois,
qui dit que effectivement le travail à haute intensité, donc eux ils disent 3 fois 30 minutes par semaine sur du HIIT. Donc tu vois des cycles de 4 exercices par exemple enchaînés sans repos. Je crois que c'est voilà, c'est ça l'étude, hein. Tout à fait. Donc c'est l'une des seules qui a été faite à ce jour sur là-dessus. Mm. Et Sur toi, les, Anthony, tu te retrouves là dans cette explication sur les différentes typologies d'intensité de l'activité? Ouais, Ça te parle? je me retrouve dans mon quotidien. Après, on l'a dit, chaque cas est différent. Et moi, à un moment donné, j'avais trop de motivation et j'en ai fait trop. Et je l'ai regretté. Donc, on est toujours quand même sur le fait de bien se connaître et d'être encadré pour pas faire n'importe quoi. Mais ouais, je me retrouve tout à fait. Ouais. Alors justement, c'est une question qui venait que je voulais te poser. Comment on fait pour équilibrer les activités physiques, ne pas en faire trop, ne pas s'épuiser, parce qu'en plus, si on fait trop, il y a un risque de blessure, la fatigue, qui peut du coup être encore plus délétère parce que arrêt de l'activité, donc on rentre dans un cercle négatif. Comment arriver à doser, trouver cette ligne Euh, de crête, le bon équilibre? une partie autonomie où là, il faut apprendre à être raisonnable et à se connaître, ce que je disais. Et il y a aussi, donc, bah, moi, dans mon cas, l'enseignant à pas qui est à mes côtés pour me dire là t'en as fait un peu trop, repose-toi un petit peu. Ou aussi les alertes de son corps. Il y a aussi le kiné, hein. Moi, je vais chez le kiné Mhm. 1 à 2 fois par semaine et il sent quand je suis trop tendu, voilà, trop raide. Il me demande, il y a de l'échange aussi, il me demande ce que j'ai fait cette semaine. Et lui aussi me dit, moi, c'est peut-être un petit peu beaucoup là. Donc voilà, il y a d'un côté le fait de se connaître et d'être raisonnable, et de l'autre côté, l'encadrement qui va aussi, l'encadrement compétent qui va aussi dire là, c'est peut-être un peu beaucoup ou pas assez. Mhm. pour compléter là-dessus, ça va dépendre du différent type d'activité, de type d'exercice plutôt. C'est-à-dire que sur des exercices aérobie, on peut y aller assez régulièrement dans la semaine sans problème, on peut faire avec intensité. Après, ce qui est important sur des activités type de résistance où il va y avoir une notion de renforcement musculaire, c'est Mhm. important d'avoir un jour de repos entre deux séances, par exemple. C'est-à-dire que si on fait une activité on va spécifiquement faire du renforcement musculaire au niveau global, un jour de repos avant de pouvoir refaire aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi à tenir compte. Après, sur tout ce qui est la souplesse, on peut faire plus de 2 ou 3 fois par semaine selon les recommandations. Et sur tout ce qui est les exercices neuromoteurs, donc type d'équilibre, habileté motrice, proprioception. Là, on peut y aller à plus de 2 à 3 fois par semaine. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire à l'intérieur d'une même journée sur Mhm. des séquences de plusieurs fois 10 minutes aussi. Donc là, là-dessus, c'est le volume total qui va tenir, qui va être intéressant, pas forcément, excusez-moi, pardon, pas forcément la fréquence. Oui, c'est un sujet intéressant, cette question on espère que Yann reviendra. Ce sont les aléas du direct. Je suis là, Euh, désolé, c'est les super. pollens, excusez-moi. Pas de problème. La question de fragmenter l'activité dans la journée, parce qu'effectivement, bah, c'est ce que tu disais en préambule, hein, on sait au sein d'une même journée, Anthony, l'état peut varier, voire varier fortement. Et donc, il n'y a peut-être pas une fenêtre d'une demi-heure pour faire une activité physique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé de faire 2 fois 15 minutes, 3 fois 10 minutes? Ben, moi, je pense que pour répondre à cette question-là, il faut absolument le faire à un moment où on se sent bien, pour pas se mettre soi-même en situation d'échec et d'en faire une contrainte, en fait. Donc, c'est toujours le fait de se connaître et de savoir dans quel état on est à l'instant T, de ne pas s'embarquer dans une grande activité si on sent qu'on a mal dormi ou qu'on est raide ce jour-là. Voilà. Et après, au niveau du suivi à pas, là, juste avant de partir en vacances, j'ai fait une séance avec mon coach et il s'est passé un truc un peu incroyable, c'est-à-dire que j'étais vraiment raide. J'étais vraiment raide, j'avais mal dormi. Voilà, et on commence la séance et je lui dis, franchement, je me sens vraiment raide, j'arrivais pas à m'échauffer les poignets comme ça.
C'est-à-dire Mhm. que j'arrivais à faire ça, mais mes poignets, quand j'essayais, ça bougeait pas. Il m'a dit, OK, et là, il s'est adapté. Il m'a dit, OK, on change un petit peu la séance. On va s'étirer de la tête aux pieds. Donc, déjà, cet accompagnement, ça m'a rassuré, ça m'a calmé. On s'est étiré de la tête aux pieds. Et au bout de allez, 15 à 20 minutes, de nouveau, j'avais retrouvé ma souplesse et aussi de la confiance en moi. Et on a fait une séance du tonnerre. Et si je peux me permettre, du coup, Alix, pour rebondir, donc sur un travail qu'on avait fait avec la commission Neuro il y a quelques années maintenant, en reprenant des sources d'études, que ce soit de la CSM ou des recommandations canadiennes, qui disaient que sur des exercices aérobie, donc des exercices d'endurance, plusieurs sessions de plus de 10 minutes peuvent être utilisées pour réaliser le volume d'exercices par jour. Donc ça a de l'intérêt même au niveau des recommandations. Super, merci beaucoup pour vos deux retours. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question parce que elle me semble plus adaptée pour un neurologue, mais donc quand on fait une activité physique, ça a été effectivement dit, on fabrique de la dopamine au moment où l'activité est pratiquée. Est-ce qu'elle va être consommée aussi à l'instant T? Moi, je ne réponds pas. Quand c'est des questions trop pointues, j'en On a reçois le des. droit de dire je ne sais pas, c'est Ouais, voilà. le Et d'ailleurs, joker. c'est plutôt la bonne solution de dire je ne sais pas. Parce que moi, j'en reçois des fois par message ouais, sur Instagram ou quoi. Et quand je ne sais pas, je réponds pas. Yann? Ouais, là-dessus, j'ai pas de notion spécifique en tête là-dessus. Je sais pas. Enfin, il me manque des éléments pour pouvoir répondre et être sûr de la véracité de la réponse quand même. Super. Donc, bah, je pense que c'est une question que la personne pourra poser à son neurologue à l'occasion d'une prochaine consultation et la réponse sera très intéressante. Et je pense que c'est un peu plus compliqué que de dire à l'instant T ou plus tard. Alors, il y a un partage d'expérience qui est intéressant. C'est bah, en fait un coach sportif. Alors là, on ne parle pas des coachs à pas, je pense, on parle des coachs privés qui sont en fait finalement auto-entrepreneurs à leur compte et ils peuvent être réglés en chèque césule, les chèques emploi-service universel. Et quand on rémunère son intervenant, souvent on pense aux personnes qui intervenant de ménage ou de la garde à domicile. C'est le chèque CESU, donc ça donne droit à un crédit d'impôt de 50% du volume. Donc voilà, ça c'était un partage d'expérience. Hop, je vais. Et pour compléter du coup aussi sur la partie financière, il y a les mutuelles aussi à l'heure actuelle qui prennent de plus en plus le pas sur le remboursement de l'activité physique adaptée. Donc après, c'est directement à voir selon la mutuelle et le niveau de garantie. Il y en a certains, ça va être à hauteur de temps par an. Il y en a certains, ça va être à hauteur de nombre de séances. Il y en a d'autres, ça va être, c'est spécifique, c'est au cas par cas, mais les mutuelles aussi peuvent prendre part sur le remboursement en plus de la réduction d'impôt. Et il Oui, y et a puis je pense qu'il faut se renseigner auprès de sa municipalité. Il y a souvent Aussi. des propositions d'activités sportives qui sont financées par les mairies, qui permettent pour 200 euros à l'année d'avoir un cours ou deux cours qui, qui, qui est proposé. Donc il y a vraiment plein de propositions, même si ça représente un coût, c'est sûr, ça reste un coût peut-être plus modique. Anthony, pardon, tu voulais ouais, réagir? ouais, c'était sur le même sujet. Il y a aussi de plus en plus de clubs qui proposent du sport santé, en tennis, en foot, en tout. Il y a de plus en plus de sections sport santé dans tous les clubs, dans tous les sports. Mhm. Ouais, ça se développe beaucoup. Alors, deux autres questions très intéressantes. Est-ce qu'il y a un moment privilégié pour faire du sport le matin après avoir produit la dopamine la nuit? C'est la suite de la question. Donc, quel est le bon moment? Enfin, y a-t-il un bon moment pour faire du sport selon les recommandations? Hmm. Par rapport à ça, c'est intéressant de le faire après le pic d'effet de la levodopa. Si je dis pas de bêtises, entre 1 heure et demie et 2 heures. Euh, je suis pas sûr de mon information, mais ça c'est quelque chose que je peux arriver
à vérifier justement pour pouvoir bénéficier du maximum de ces possibilités. Après, sinon, il faut adapter l'activité en fonction du moment de la journée. Et sinon, le faire en fonction du pic, ça peut être intéressant. Oui, je crois que c'est 2 heures après. Et à vérifier. Et toi, Anthony, sur ce sujet, le bon moment pour le sport? Moi, c'est pas le matin au réveil parce que j'ai besoin de mon monopare pour être vraiment en pleine forme le matin. Mais ouais, moi je le ressens. Alors, j'ai pas de données scientifiques, hein, mais je le ressens, ouais. Allez, trois quarts d'heure, une heure après ma prise de médicaments. Où là, je me sens vraiment en pleine forme. Alors, sur la question du quand, je pense que finalement, c'est aussi de ce que tu dis, Anthony et Yann, c'est que ça va dépendre aussi bah, de l'envie, de la motivation, de l'état global. Par Sommeil, contre, il y a une chose, c'est que il y a des troubles du sommeil dans la maladie de Parkinson et les activités sportives à haute intensité le soir, juste avant de se coucher, peuvent avoir un effet délétère sur la qualité du sommeil et de l'endormissement. Voilà, c'est du coup, d'adapter finalement son activité physique en fonction de son état et du moment de la journée. Hmm. Là-dessus, donc, c'est pas quelque chose de scientifique, hein, c'est plus sur mon ressenti, de l'expérience partagée avec les retours des différentes personnes avec qui j'ai pu travailler. Effectivement, peut-être que le matin, on va valoriser des activités qui vont permettre au corps de se déverrouiller, faire des échauffements, des déverrouillages articulaires, des échauffements musculaires, des petits exercices d'équilibre. Peut-être qu'en fin de matinée ou sinon l'après-midi, selon à quel moment on a pu avoir le traitement pour certains, là, on va pouvoir faire des activités un petit peu plus intenses, justement pour pouvoir euh, se servir du fait que on se sente mieux. Et après, le soir, peut-être des activités un peu plus axées sur le schéma corporel, sur la respiration, sur la conscience de soi, justement, pour redescendre, si vous voulez, au niveau de notre énergie sollicitée sur la journée, pour justement se préparer du coup à l'entrée dans cette phase de sommeil. Peut-être que c'est le plus adapté, bien ouais, qu'il peut y avoir des cas contraires aussi. du moyenne si je dis des bêtises, mais moi j'aurais tendance à dire que si c'est prévu que j'aille faire du sport vendredi à 9 heures et que j'ai mal dormi ou que je me sens pas à 100%, moi j'aurais tendance à dire d'y aller quand même. Parce que j'ai l'impression de dire, attends, si je suis pas à mon pic de lévodopa, s'il pleut un peu, Mm. ou si j'ai mal dormi, j'ai l'impression que ça met des barrières, alors qu'on essaye de dire que c'est important de se mettre au sport. Et en fait, Oui, là-dessus. moins il y aura de barrières, voilà, faut pas que ça soit, faut pas qu'il y ait trop de contraintes liées à la pratique. Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, t'as sport, allez, même si c'est Mm. un peu moins bien, accepte-le, et puis vas-y, puis tu feras une meilleure séance. Ça se trouve, ça va bien se passer, et puis ça se trouve, tu feras une meilleure séance la fois d'après. Oui, totalement, totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que même parfois, quand on est en situation, on se rend compte qu'on est en capacité de faire certaines choses qu'on n'aurait pas imaginé 2 heures avant. Donc Exactement. là-dessus, je te rejoins totalement. Il faut quand même franchir le cap. Bien que si par contre, à ce moment-là, sur l'instant T, il y a des difficultés, ça tu l'as très bien partagé, Anthony, mais il faut avoir cette capacité à s'adapter pour pouvoir faire les choses différemment et avoir cette quantité et cette notion d'activité physique réalisée aussi à un moment donné. Non, je te rejoins totalement là-dessus. Mm. Alors, on a un partage d'expérience qui dit que quand la personne a fait du sport le soir, elle dort mieux. Effectivement, encore une fois, c'est propre à chacun. Mais finalement, peut-être que par rapport, c'était pas notre sujet du jour, mais sur la question des troubles du sommeil, l'activité physique peut avoir aussi un effet positif pour améliorer cet aspect-là. Donc, merci pour ce partage. Justement, par rapport à cette question du quel est le meilleur moment, j'ai une dernière question qui est arrivée et qui est comment concilier physique, activité sportive et vie professionnelle, qui en plus, j'imagine, quand on a aussi une vie de famille, donc comment on fait pour tout concilier, surtout que bah, la prise en charge de la maladie, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, il y a des rendez-vous, il peut y avoir le kiné. Comment on peut concilier tout ça? Vous répondre moi?
comme vous le On va souhaitez. attaquer si tu veux, Anthony, et je pourrais peut-être essayer de compléter avec des petits conseils, mais Ouais, moi, dans mon cas, je suis auto-entrepreneur en montage vidéo, donc j'ai la chance de travailler quand, quand j'en ai envie, dans le sens où voilà, si un matin je me lève très tôt, bah, je peux me mettre au boulot et me libérer ma journée pour aller faire du sport un petit peu quand j'ai envie. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas cette contrainte du travail. Donc en fait, voilà, C'est une contrainte, mais tu es libre sur l'organisation de ton temps. c'est ça. Ah bah, ouais, en fait, je suis sorti du cycle professionnel classique dans le sens où j'ai été licencié pour inaptitude. Et qu'aujourd'hui, je suis en invalidité catégorie 2. Donc, je suis sorti un petit peu du cycle classique professionnel avec mon auto-entreprise. euh, pour compléter là-dessus, après, pareil, c'est issu de retours d'expérience avec des personnes avec qui on a essayé de mettre en place certaines activités, et même au-delà, pas forcément d'une manière spécifique à la maladie de Parkinson, parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver auprès d'autres pathologies du coup chroniques, hein, de la enfin, un quotidien surchargé, les enfants à prendre en compte, où est-ce qu'on place l'activité physique là-dedans. Euh, le maître mot, et quand c'est facile du coup à intégrer dans le quotidien, c'est quand les personnes arrivent à revoir un petit peu les objectifs de vie, entre guillemets, et là où elles veulent placer réellement les objectifs. Et dans le fait de placer les objectifs, ça permet peut-être par moment de revoir la manière avec laquelle on conçoit le travail et laquelle on conçoit les activités physiques, mais ça reste bien entendu largement propre à chacun. Après, c'est voir s'il n'y a pas des solutions sur les déplacements pour aller au travail. Peut-être que si on y va en voiture, on a 20 km, ben est-ce que d'une manière détournée, on ne peut pas s'arrêter, enfin, s'arrêter à un moment donné s'il y a un parking avec un Vélib à côté pour pouvoir emprunter le Vélib et finir le trajet en vélo? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas essayer de voir si avec les enfants, on ne peut pas partager des activités physiques ou activités physiques et sportives communes au moins une fois par semaine? Et sinon, là-dessus, c'est à l'intérieur même de notre structure, du travail qu'on réalise. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité peut-être d'avoir du coup du sport en entreprise? Ça se développe de plus en plus à l'heure actuelle, ou alors essayer de dégager une planche horaire sur le temps de midi et deux pour peut-être pouvoir faire 30 ou 45 minutes d'activité sportive. Ça, c'est des petites choses. Revoir la relation au travail, revoir le fonctionnement au niveau du travail, comment on pourrait arriver à un moment donné à fidéliser des créneaux, alors peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, 3 fois par semaine, avec des collègues, etc. Ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Voir au niveau de sa vie familiale, s'il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire directement avec nos enfants pour partager une activité en famille. Et ça fait deux petites pistes. Après, je sais que ça, ce sont des choses qui sont pas évidentes à gérer en pratique, où où on pointe du doigt parfois euh, des choses qui sont difficiles à verbaliser de la part des personnes qui sont dans ces situations-là. Il y a peut-être déjà deux petits points sur lesquels on peut travailler. Mm. Ouais, d'ailleurs, les maisons sport santé proposent des créneaux pour les entreprises, des cours Mm. de sport pour les gens qui travaillent, comme tu disais, Yann, entre midi et deux. Voilà, moi, je sais que la maison sport santé de Nîmes, qui est celle que je connais le mieux, propose des activités pour les infirmières de l'hôpital Carremo, voilà, Mm. entre midi et deux, une fois par semaine. Bah, après, ouais, il y a peut-être des gens pour qui c'est vraiment très compliqué, selon le travail qu'ils font, mais encore une fois, c'est un petit peu du cas par cas. Mais, voilà. Mm. J'ai partagé aussi le lien vers notre livret sur l'activité physique qui peut effectivement être utilisé alors, seul à la maison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des injonctions hein, à pratiquer l'activité physique, c'est prendre en main, accepter la maladie. C'est pas toujours simple à faire et à gérer. Peut-être souvent les propositions, ça va être de mettre dans les trouver dans les petits espaces où est-ce qu'on peut mettre cette activité physique? Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, descendre d'une station de bus avant pour pouvoir marcher. Donc, c'est vrai que c'est jamais effectivement très simple, mais l'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on peut à la hauteur de ce
qu'il est permis pour la personne. Alors, on a un dernier partage, effectivement, la prochaine fois qu'on fera un webinaire sur l'activité physique, on vous fera de la démo, on vous fera faire de l'activité physique, c'est une bonne idée. En tout cas, bah, merci beaucoup. On arrive au terme de nos échanges. Euh, Merci beaucoup. Je voudrais juste, donc, comme convenu, remettre les dernières informations, remettre les contacts pour ceux qui veulent prendre les éléments. Et puis, finalement, aussi vous parler de l'application Blablapark. Alors, cette fois-ci, je vais prendre le temps de vous demander, est-ce que vous voyez mon diaporama? Je vois toute ta fenêtre. D'accord, je pense que c'est en train de venir. Mais vous voyez l'application Blablapark. Oui, Ok, avec le super, QR code. super, ça marche. Donc, je pense que ça peut être très intéressant aussi pour trouver des personnes, des pairs à proximité de chez vous, hein. L'objectif de cette application, c'est de mettre en relation des personnes qui connaissent, qui sont en lien avec la maladie de Parkinson et pour trouver bah, quelqu'un pour se motiver, pour aller marcher, pour aller sur un cours de sport. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Donc, je vous partage cette application qui vient de sortir euh, et qui. ah, là, je suis dessus. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, je suis sur Blablacar. Donc, on te géolocalise plutôt dans le sud, c'est ça? Entre Nîmes et Montpellier. Très bien. Comme ça aidera sur la carte. Et donc, comme je vous disais, toutes les, tous les contacts de l'association. Ce webinaire sera donc en replay sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours pour ceux qui ont raté le démarrage ou qui veulent le revoir. Et vraiment, je remercie toutes les personnes de votre attention pour avoir participé et toutes vos questions très intéressantes, très enrichissantes. Et vraiment, bah, merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Yann. J'espère qu'on a répondu aux questions, aux interrogations. Et comme tu le disais Anthony, peut-être redonner envie à certains de reprendre un peu l'activité sportive. Ça serait bien. Ça serait bien qu'on ait réussi ce petit truc-là. Merci beaucoup Yann. Est-ce que vous voulez dire peut-être voilà, un mot de la fin si vous deviez résumer en quelques mots votre présentation? Je l'ai fait un petit peu tout à l'heure avec mon t-shirt, hein, mais c'est pour mon cas personnel. C'était rendre ton cerveau heureux. Et moi, voilà, je vis avec le sport. Merci Anthony. De mon côté, sur le mot de la fin, je peux que vous encourager à vous lancer dans l'aventure du coup d'activité physique et sportive ou activité physique adaptée du coup. Et en général, quand on commence à se lancer là-dedans, c'est compliqué derrière de s'arrêter. Donc tellement le plaisir que l'on prend. Donc faut y aller quoi. Faut plus hésiter. Très bien. Donc, Just Do It, pour refaire un peu de pub. Presque. Super. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup et j'espère que vous avez aussi pris du plaisir dans ces échanges. Je vous souhaite un bon appétit parce que après l'activité intensive que nous venons de faire, c'est important de se restaurer. Et je souhaite à tout le monde, à toutes les personnes qui nous ont suivis, une bonne journée. Au revoir. Merci, bonne Merci à journée. tout le monde. Bonne journée. Au revoir.